Rendez-vous les 2 et 3 novembre au Centre des Congrès de Grenoble pour le 6e Congrès Innovation en éducation. Un magnifique événement qui va regrouper plus de 700 personnes de la France entière, tous passionnés par l'éducation. Si vous souhaitez nous rejoindre et prendre votre billet, allez sur le site Congrès Innovation en éducation que vous trouverez facilement sur un moteur de recherche. Je vous dis à très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Durper. Docteur et agrégé d'histoire, François dirige le master accompagnement éducatif de CYCRJ Paris Université. Il a cofondé le laboratoire Bonheur, premier laboratoire scientifique européen sur les questions de bien-être. Auteur d'une quinzaine d'ouvrages, il est notamment l'auteur de l'Histoire mondiale du bonheur, qui a obtenu le prix France TV du meilleur essai 2020. Il est à l'initiative du label Les Écoles du Bonheur et de la Semaine du Bonheur à l'école. Il est également consultant pour la radio et la télévision. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir François. Bonsoir Julien. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Je te remercie. Je confirme que le jeu de cartes c'est passionnant et très utile. Et je pense que ça va être utile à beaucoup d'enseignants et de parents. Merci François. Oui, d'ailleurs, on peut rappeler comment on s'est connus. En fait, on s'est rencontrés à RFI. Oui. On était invités tous les deux sur une émission pour parler du bonheur, justement. Et 7 milliards de voisins, ouais. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et comme on ne pouvait pas se voir physiquement lié un peu au contexte, finalement, on s'est vu après, on a discuté un petit peu. Je t'ai donné le jeu de cartes, d'ailleurs, donc c'est pour ça que tu dis qu'il est très utile. Et puis voilà, donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de faire un live ensemble, vu que tu fais partie des spécialistes. Alors, en tout cas, dans le monde du bonheur. Mais pas que, j'imagine. Donc, je vais te laisser te présenter, François, comme je fais un peu comme d'habitude, parce que je pense que tu es le mieux placé, en fait, pour parler de toi. Donc, je te laisse la parole. Qui es-tu, François ? Alors, je suis universitaire et j'ai fait, alors je vais retenir de mon CV que ce qui nous intéresse ce soir. On a créé il y a 3 ans avec des collègues à l'université de Cergy-Pontoise, qui est devenue depuis CY Paris Cergy Université, un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Bonheur, avec 8 enseignants-chercheurs, une trentaine de doctorants, une vingtaine de membres professionnels. Et donc notre thématique centrale, c'est la question du bonheur et de l'éducation. Comment en fait on intègre le bonheur dans l'éducation et comment on apprend à être heureux. Et il nous a semblé qu'il n'y avait pas ça, on ne trouvait pas de laboratoire de recherche sur le sujet. Donc on s'est intéressé à cette thématique. Voilà. Puis j'ai d'autres activités par ailleurs du côté des États-Unis et voilà. Mais là, pour ce qui est de notre rencontre, c'est vraiment la question de l'éducation et du bien-être. Est-ce qu'on considère que tu es un historien en bonheur, c'est ça ? Oui, alors on a fait dans un laboratoire de recherche, on fait effectivement des recherches. C'est la vocation d'un laboratoire de recherche, de faire des recherches. Et donc on fait effectivement des articles, mais aussi des livres. Et le dernier ouvrage, je l'ai là parce qu'il me sert pour tenir mes notes, pour tout vous dire. C'est l'histoire mondiale du bonheur. Et cette histoire mondiale du bonheur, c'est un livre collectif, donc avec
donc les membres du laboratoire Bonheur, pas seulement, beaucoup d'historiens, des paléontologues, parce qu'on est parti sur Cro-Magnon était-il heureux, avec Jean-Paul Demoule, qui est un grand paléontologue. Et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi le bonheur dans la diversité des civilisations du monde et à travers les époques. Et on a eu la chance d'avoir le prix France Télé cette année du meilleur essai. Il y a beaucoup de chapitres qui sont consacrés à l'éducation, mais pas seulement. Là, c'est vraiment la question de l'histoire du bonheur. Qu'est-ce que ça signifie d'être heureux dans la Chine ancienne, par exemple, ou chez les Égyptiens, ou dans l'Amérique contemporaine, ou chez les Peuls. Alors évidemment, avec des traductions différentes du mot bonheur dans les différentes langues du monde, mais le point commun qui est que dans toutes ces civilisations, on retrouve la même tentative de quête d'une vie bonne. Et peut-être effectivement la question de la définition du bonheur, elle se posera aussi peut-être en matière d'éducation. Qu'est-ce que le bonheur ? Est-ce que le bonheur c'est la même chose que le bien-être, etc. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser comme ça au bonheur? C'est quoi? C'est une quête personnelle? Parce que moi, on me pose souvent la question, tu sais, avec le film. Alors, pourquoi avoir fait un film? Pourquoi avoir interviewé 1500 personnes autour du bonheur? Il y a une raison particulière? La raison particulière, c'est que dans mon travail d'universitaire et en voyant et de formateur, je suis responsable d'un master à l'université de Cergy, qui est le master de formation des conseillers principaux d'éducation. Et avant, j'ai formé les profs des écoles. Il m'est apparu que cette question du bonheur, elle était à la fois centrale et un petit peu négligée. Alors, de deux manières. La première chose, c'est que il m'est apparu, avec moi et mes collègues, c'est toujours une aventure collective, un laboratoire de recherche, qu'il était nécessaire d'être heureux pour apprendre. Et ça, c'est fondamental. D'abord, il faut un minimum, j'allais dire, de bien-être matériel. Quand vous vous promenez à travers le monde et que vous voyez des écoles où les enfants n'ont pas accès à des toilettes, ils peuvent partir en plein milieu de la journée parce que pour les jeunes filles notamment, ça peut poser un problème de rester du matin au soir s'il n'y a pas des toilettes dans l'établissement. C'est également le fait de manger correctement, d'être en bonne santé. Donc, j'allais dire, dans la pyramide un peu éducative, il y a d'abord une sorte de bien-être matériel nécessaire. Il y a aussi un bien-être relationnel. On parle beaucoup en ce moment de la question du harcèlement, en ce moment et depuis quelques années. Donc, pouvoir échapper aux violences, mais aussi ne pas se sentir humilié par ses camarades, se sentir valorisé par ses enseignants, c'est aussi le deuxième point. Et puis, tout en haut de la pyramide, j'allais dire qu'il faut avoir le goût de quelque chose pour apprendre. C'est-à-dire que, comment dire ça ? On va revenir à ma vie personnelle puisque tu m'y invites. Moi, je pense que si je suis historien et que j'ai eu l'agrégation d'histoire, c'est d'abord parce que quand j'avais 8 ans, je passais des heures et des heures à découper des petites têtes de rois mérovingiens pour faire des frises chronologiques. Alors c'était Childeric Ier, Clovis évidemment, comme tout le monde connaît, mais après ils avaient des noms tellement incroyables. Je découpais ces petites têtes, je faisais des frises chronologiques et j'y passais des heures et des heures. Donc c'est parce qu'on aime qu'on progresse dans n'importe quel domaine. Et ça, c'est quelque chose qui remet en cause déjà un préjugé sur l'école et ce qui nous apparaît comme une sorte de faux débat entre, d'un côté, une école qui serait l'autorité, qui serait les efforts, et puis de l'autre côté, la dimension de plaisir et la dimension de bien-être. Et en fait, opposer l'un à l'autre, c'est ne pas vraiment connaître les questions d'éducation, parce que on voit bien qu'un enfant qui fait des efforts, c'est un enfant qui aime ce qu'il fait. Tu fais des efforts en maths parce que tu aimes les maths. Tu fais des efforts en histoire parce que tu aimes l'histoire. Tu t'entraînes pendant des heures à, je sais pas, améliorer une performance sportive parce que tu aimes courir, tu aimes danser, tu aimes jouer de la musique. Donc, j'allais dire qu'il y a cette pyramide-là
sans bonheur, sans bien-être, et puis j'allais dire sans bonheur tout en haut, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'amélioration des progrès. Et puis ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'allais dire que c'est plus ambitieux, c'est de se dire l'école, elle a une relation avec la vie. C'est-à-dire que gérer ses émotions, surmonter un échec, apprendre à aimer, à partager, à n'importe les choses les plus essentielles de la vie en fait. Savoir-être, apprendre même à apprendre. Tout ça, c'est le rôle de l'école. Donc la question, c'est effectivement, il faut du bonheur pour apprendre, mais l'école peut aussi apprendre à être heureux. Alors là, c'est beaucoup plus révolutionnaire, j'allais dire, et c'est beaucoup plus subversif. Parce que quand on dit ça, on va dire non, c'est pas le rôle de l'école. J'avais une phrase, je pense que j'avais notée quelque part, parce que les citations, je les ai pas de tête. C'est Albert Einstein qui disait « Nous passons 15 ans à l'école ». Alors à son époque, c'était 15 ans, maintenant c'est plus long encore. Et pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour, qui sont le fondement de la vie. Et alors évidemment, on va faire une objection à ça. Tout de suite, on va dire, mais il y a un CAPES d'histoire ou un CAPES de maths, il n'y a pas un CAPES de confiance en soi ou une agrégation d'amour ou de bienveillance. Donc ça remet en cause complètement la manière dont l'école est conçue, la manière dont l'école fonctionne. Et sur 2 points au moins, se dire que si l'école n'a pour fonction que la transmission de connaissances brutes, apprendre l'anglais, apprendre les maths, apprendre le français. La première chose, c'est qu'au XXIe siècle, l'école elle va être concurrencée par les technologies. Je ne vais pas faire de citation pour les marques, je ne vais pas donner de marque, mais apprendre l'anglais, tu as une application qui t'apprend l'anglais et tu sais que tu peux l'apprendre assez vite avec cette application. Pareil, tuto pour apprendre la guitare, pour la Khan Academy et YouTube pour les mathématiques. Donc ça veut dire que si les enseignants, si nous mettons le système éducatif en concurrence avec la technologie, sur la transmission pure de l'instruction, on risque d'être dépassé, ça risque d'être, c'est le titre d'un de mes ouvrages, ça risque d'être la fin de l'école. Deuxième chose, si on dit que apprendre à vivre, à partager, à aimer, à surmonter les échecs, à trouver sa voie dans la vie, à développer son talent, tout ça est le rôle de la famille et pas de l'école. Là, il y a un autre problème, c'est la fin du projet émancipateur de l'école, du projet d'égalité de l'école. Parce que les enfants, ils ont des situations familiales différentes. Alors évidemment, la famille, elle est au cœur du projet d'éducation, évidemment. Mais si l'enfant passe autant de temps à l'école, c'est aussi parce que cette école, elle a cette commission d'éduquer avec la famille. Et ça c'est essentiel. Donc voilà les deux points qui me paraissent assez fondamentaux, et insister sur aimer, sur le goût. Il y a un livre que je conseille de David Espy qui s'appelle On n'apprend pas avec un prof qu'on n'aime pas. Et ça c'est un peu une vérité de base. Un prof qui a de l'autorité, c'est un prof qui est intéressant. Et ça, je le dis en formation, vous voulez avoir de l'autorité, c'est important d'avoir peut-être une grosse voix ou une petite voix, mais si vous êtes intéressant, vous pouvez avoir une petite voix. Moi, je me souviens d'une collègue, et c'était alors quand une de mes premières nominations je me rappelle, c'était à Villeneuve-le-Roi, et j'avais une collègue, donc prof d'histoire, et les élèves étaient absolument vraiment respectaient énormément cette collègue. Elle était toute petite, elle avait une voix minuscule, et elle avait trouvé une manière d'être en relation avec les enfants, les élèves, qui faisait qu'elle retenait leur attention.
et qu'il y avait quelque chose. Ils rentraient dans la salle de classe comme s'ils rentraient dans le salon cet été, et ils étaient très attentifs, et elle avait une autorité. Alors on dirait naturelle, mais je pense que l'autorité, peut-être qu'elle est naturelle, mais aussi elle s'apprend. En tout cas, c'est la foi qu'on peut avoir dans la formation. Mais justement, pour moi, là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est important, qu'on n'a pas encore abordé, c'est la formation justement des enseignants, mais pas que des enseignants. Là, je pense à tous les professionnels qui sont dans le domaine de l'éducation et qui accompagnent les enfants, parce qu'il y a quand même énormément d'activités, il y a quand même beaucoup de professionnels. C'est là où aussi, à mon avis, on devrait faire force de proposition pour amener déjà dans un premier temps peut-être aussi les enseignants à plus de savoir-être, pour qu'eux puissent l'appliquer déjà pour eux-mêmes, et puis après, évidemment, de manière inéluctable, qu'ils puissent le transférer, tu vois, aux enfants, quoi. Est-ce que tu as un regard Exactement. Oui, bien sûr. Alors là, c'est vrai que cette année, en plus, on est dans la réforme de la formation des enseignants. Donc nous, on a essayé dans le master consacré au CPE, aux conseillers principaux d'éducation, de mettre à tous les étages la notion de bien-être. Ça nous paraît fondamental, mais c'est vrai que les conseillers principaux d'éducation, ils ont l'avantage de ne pas être... je dis l'avantage, c'est déjà un petit peu contestataire ce que je dis, mais de ne pas être dans une discipline particulière, de ne pas être en maths, en français, en histoire, etc. Et donc c'est vrai, introduire beaucoup de connaissances de la psychologie de l'adolescent, introduire beaucoup de la communication, communiquer. Il y a une phrase qui dit enseigner, c'est créer une relation de personne à personne. Enseigner, surtout, c'est pas informer. Ça, c'est fondamental. Je donne un exemple très concret. Là, il y a par exemple la dimension, tu sais, d'orientation avec les élèves. Et beaucoup de CPE, ils se disent bon, voilà, on va informer sur les métiers. Alors, donc, tu as des adolescents, en fait, qui sont à l'époque adolescente, dans la question quel est le sens de ma vie ? Et en face, on a un système éducatif avec des collègues à qui on demande, c'est pas les collègues qui sont responsables de ça, qui arrivent en disant on va vous informer sur les métiers. Informer sur les métiers d'un côté et quel est le sens de ma vie de l'autre. Ça peut pas matcher. Donc, il y a la nécessité en formation de dire quels sont les enseignants, quels sont les CPE que l'on veut face aux élèves. Et si en formation, on donne pas, j'allais dire, une pédagogie du bien-être, parce que la pédagogie des maths, du français, que ça a évolué à travers les âges, mais la pédagogie du bien-être, comment on enseigne la bienveillance. Bon, ça, ce sont des choses qu'on peut enseigner en formation. C'est pas quelque chose de naturel. Donc il faut proposer par exemple des activités. Moi j'aime beaucoup par exemple sur la bienveillance l'activité peut-être que vous connaissez, l'activité bienveilleur. C'est-à-dire que l'enfant va, et ça se pratique à l'école primaire jusqu'au lycée, l'enfant va piocher en fait le nom d'un de ses camarades de classe et pendant une journée ou pendant une semaine, il va être son ange gardien. L'ange gardien secret de son camarade. Peut-être qu'il n'aime pas d'ailleurs, ou qu'il aime, avec qui il a des affinités ou pas. Cette activité bienveilleur, moi je trouve qu'elle est vraiment intéressante et ça permet de montrer que face à des choses qui apparaissent comme le jeune enseignant, le jeune CPE qui arrive en se disant mais ça c'est pas possible, comment on va faire, on va pas y arriver. Il y a des activités à proposer pour qu'ils se disent oui c'est possible, je vais réussir à le faire avec mes élèves. Est-ce que tu as l'impression, toi justement, qui est un peu au cœur comme ça du système, qu'on avance bien dans cette direction ? J'ai l'impression qu'on avance bien au niveau des initiatives, de l'innovation, c'est le titre de ta revue, des collègues, des enseignants, CPE, qui ont envie vraiment que ça bouge, que ça change. Mais là, il y a une dimension, je pense, importante à dire, c'est que on n'y arrivera pas si on ne part pas du bonheur et du bien-être des enseignants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver en se disant bien-être des élèves, sans se dire mais est-ce que les enseignants, eux, ils sont heureux ? Est-ce qu'on peut imaginer des élèves qui sont heureux d'aller en cours
avec des enseignants qui, eux, sont malheureux d'aller en cours, qui se lèvent en disant « je vais faire un métier qui ne m'intéresse pas » ou un métier j'y crois plus, ou je suis dépassé, ou je me sens pas du tout en situation de me dire que mon enseignement est efficace. Ça peut pas fonctionner. Alors, ce que je dis là, évidemment, là, je vais pas à chaque fois vous citer des recherches, etc., mais c'est étayé par la recherche. On a notamment montré que dans tous les pays de l'OCDE, quand un système éducatif fonctionne et est très performant, c'est quand l'enseignant est valorisé, reconnu. Et reconnu, ça passe par exemple par la reconnaissance même salariale, mais pas seulement. Et par exemple, la France est assez bas. Hein. La France est au niveau de la Slovaquie, au niveau de le sentiment que les professeurs ont de la reconnaissance, tout en bas des pays de l'OCDE. Ça, c'est un point sur lequel il faut travailler. C'est pour ça qu'on a mis en place deux dispositifs. Un dispositif qui s'appelle les écoles du bonheur. C'est en fait un label qui est attribué à des établissements qui font l'effort de proposer des dispositifs allant dans le sens du bien-être de leur personnel et des élèves. Et puis on a également la semaine du bonheur à l'école, qui est la semaine du 20 mars, parce que le 20 mars c'est la journée internationale du bonheur des Nations Unies. Et cette semaine du bonheur à l'école, c'est de dire, dans tous les établissements scolaires, eh bien, on va essayer de proposer des dispositifs. Et ces dispositifs, on a 5 axes très, très brièvement, parce qu'il y a peut-être des enseignants qui nous écoutent et qui voudraient peut-être y participer. Le premier axe, c'est l'accompagnement des élèves. Donc ça peut être de la sophrologie, ça peut être du yoga, ça peut être des séances de confiance en soi. Enfin, il y a plein de choses autour de l'accompagnement de l'élève. Ça peut être une réflexion sur les instances et l'organisation de l'école, du collège, du lycée. Ça peut être un travail sur les espaces, comment, par exemple, on peut rénover, retravailler sur le foyer, sur la salle des profs. D'ailleurs, foyer, c'est un mot, comment on va peupler peut-être l'établissement de phrases motivantes. Ça coûte pas bien cher de mettre des phrases, de faire voter le conseil de vie lycéenne ou le conseil de vie collégienne. Et puis, chaque semaine, on a des phrases comme ça qui fleurissent dans l'établissement et qui vont bien peut-être nous inspirer au cours de la journée. Le quatrième point, c'est le plaisir dans la classe, le plaisir de lire, le plaisir de faire du sport, de faire des maths, etc. Et puis le dernier point, c'est le bonheur et le bien-être des enseignants, des CPE, des personnels. Donc on a aussi des dispositifs qui sont vraiment consacrés spécifiquement. On se dit que même en améliorant, en ne travaillant que le dispositif bien-être des enseignants, ça va de toute façon rejaillir sur les élèves. Donc voilà les 5 axes. Et alors, évidemment, comme moi je travaille dans l'académie de Versailles, ça concerne les CPE et les enseignants de l'académie de Versailles, qui est la plus grande académie de France. Donc ça concerne déjà beaucoup de jeunes professeurs stagiaires, mais d'autres régions, en particulier la Guadeloupe, où on a la région qui a le plus d'établissements labellisés École du Bonheur, et qui donc évidemment, avec les circonstances un peu particulières et de crise sanitaire, on s'est dit qu'on va quand même cette année, et quelles que soient les conditions sanitaires, aller au bout, parce que ce serait quand même dommage de se dire on s'intéressera au bien-être quand les conditions sanitaires le permettront. C'est absurde, puisque c'est les conditions actuelles qui disent, mais justement, précisément, ça montre qu'on a encore beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent qu'il y a quand même, utiliser le mot désespérance serait un petit peu... Mais c'est le cas, on a quand même beaucoup d'adolescents là qui ont des soucis parce que leurs amis leur ont manqué. On a quand même passé 10 semaines en période de confinement. J'entendais il y a quelques secondes, on parlait sur les chaînes info d'augmentation de la violence entre bandes d'adolescents, notamment dans l'Essonne, etc. Et le journaliste disait,
malgré le confinement, il y a une augmentation de 100% dans les soldes. Mais ce n'est pas malgré le confinement. Ce sont les circonstances actuelles qui, je dis ça sans m'appuyer là pour le coup sur des recherches, mais on voit bien que ça ne peut pas être malgré, que c'est bien parce qu'il y a ces circonstances que pendant des semaines, 10 semaines, des élèves se sont retrouvés confinés. Et comme le disait quelqu'un, ce ne sont pas les profs qui leur ont manqué en premier, ce sont les amis. Ce ne sont pas les cours qui leur ont manqué, parce que les cours sont arrivés par voie distancielle. En revanche, ils n'ont pas eu de récréation. Ils n'ont pas eu ces temps de relationnel nécessaires avec... c'est aussi tout ce qu'on appelle en recherche de sciences de l'éducation le curriculum caché. Tout ce qu'on apprend à l'école, mais qui n'est pas appris par le programme scolaire. Ce que j'appelle l'école de la vie. L'école de la vie, c'est ça. Le Hidden Curriculum, c'est exactement ton projet. Et tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que là-dedans, on oublie les parents parce que donc, du coup, on s'occupe des enseignants, on s'occupe des enfants. Mais moi, j'appelle ça un peu le trio gagnant. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment s'occuper des parents, des enfants et des enseignants. Est-ce qu'il y a une approche aussi vis-à-vis des parents dans ce que vous faites, ce que vous avez mis en place ? Bien sûr. Énormément. J'en ai pas énormément parlé parce qu'il me semble que le système éducatif a pris conscience de la nécessité de travailler beaucoup avec les parents, mais c'est effectivement essentiel. Tout projet part. Alors, peut-être que je peux développer ça en disant, d'une part, que les espaces dont je parlais, ils doivent être accueillants pour les parents. Je pense notamment à un collège, je les salue, Saint-Jean-de-Perse, hein, je parlais de la Guadeloupe, donc je parle de ce collège. Il est formidable parce que quand vous rentrez dans ce collège, vous êtes parent, vous avez déjà bienvenue, si vous êtes parent, bienvenue dans le collège. Bon, ça coûte quoi de faire ça ? C'est pas bien cher, hein. C'est pas bien compliqué. Mais le fait d'être un parent et de se dire, il y a une phrase disant bienvenue si vous êtes parent, bienvenue aux parents. Il y a un espace où les parents peuvent s'asseoir, attendre éventuellement pour leur rendez-vous, parce que beaucoup de parents, quand ils sont entre guillemets convoqués, ils se disent oh là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que j'ai fait, mon enfant il a fait quoi, donc il y a un rapport de confiance, on parle beaucoup d'école de la confiance à restaurer entre les parents. C'est effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui la coéducation, mais c'est effectivement absolument nécessaire. Oui. Et est-ce que le label L'école du bonheur a le vent en poupe ? Est-ce que ça se développe comme tu le souhaites ? Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent y participer ? Est-ce que nous, on peut y participer ? Comment on peut participer à ce développement ? Bien sûr. Alors effectivement, on a eu beaucoup de demandes de labellisation et j'allais dire à la fois on est très demandeur évidemment de cette démarche parce que en même temps il y a la question derrière des moyens de notre laboratoire de recherche parce que la labellisation implique un accompagnement de notre part et en particulier être labellisé, ça ne veut pas dire on est un établissement où tout le monde est heureux. Complètement idiot de le penser comme ça. Et d'ailleurs, il faut bien se dire que on n'est pas dans une sorte de dictature hédoniste où tout le monde devrait être heureux. Moi, j'ai une collègue qui est d'origine scandinave et qui me dit « Oh là là, François, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je suis très content en France parce que vous avez le droit de râler, de bougonner, de ne pas être content. » Donc, il ne s'agit pas d'interdire le fait de râler, de se dire qu'au moindre coup de blues, vous avez une leçon de morale pour vous dire « Reste optimiste, absolument. » Donc, c'est pas ça du tout. C'est de se dire, effectivement, tu utilises l'expression d'école de la vie et c'est ça qui est fondamental. Donc, ce label, oui, mais effectivement, derrière, nous, on doit accompagner par l'évaluation des dispositifs. Et ça, évidemment, ça implique quand même qu'on ne puisse pas labelliser tous les établissements qui, dans un premier temps, le souhaiteraient. Il faut quand même qu'il y ait à l'intérieur de l'établissement, il y ait une démarche collective. Ça ne veut pas dire nécessairement tous les enseignants, toute la direction, tous les élèves, mais qui est quand même une démarche collective, qui est des dispositifs qui sont mis en place,
très diverses. Ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de la formation à la sophrologie, pour les enseignants. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, l'objectif, ça serait de labelliser le plus d'établissements possible en France et dans le monde pour essayer un peu de changer l'éducation. Mais pour l'instant, c'est la question des moyens et comment effectivement on arrive à accompagner par la recherche pour pas dire vous avez le label et après vous débrouillez comme ça. C'est pour ça qu'on a mis les deux dispositifs. Le label École du Bonheur avec un travail qui est vraiment le travail de long cours, et puis la semaine du bonheur à l'école qui permet aux établissements qui sont pas forcément encore dans le label de pouvoir se dire on fait quand même pendant cette semaine l'école de nos rêves. On essaie de se lâcher. Moi, ce que j'aimerais donner comme signal à tous les collègues, qui soient enseignants, qui soient proviseurs principaux, CPE, et puis les élèves dans les conseils de vie lycéenne, directeurs d'école, évidemment, c'est de se dire pendant une semaine, on fait l'école dont on a envie, dont on rêve. Et nous, on a dans le laboratoire suffisamment de proximité avec l'institution pour qu'on n'aille pas après dire mais qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine, comment ça, il n'y a pas de cours de maths, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine. Non, c'est une semaine qui est accompagnée et qui est mais en même temps on a quand même suffisamment de distance par rapport, on est un laboratoire de recherche, c'est quand même indépendant de tout, donc pour dire il y a quand même cet espace de liberté. Cet espace de liberté et d'innovation, je reprends le terme que tu utilises, qui nous permet, par exemple, pendant cette semaine, allez, je dis un mot très important, de prendre le temps, par exemple. Moi, je pense que peut-être que si on me demandait c'est quoi l'ingrédient qui manque le plus dans l'école aujourd'hui, qui rend le plus malheureux les collègues enseignants, le plus en stress, etc., c'est notre rapport au temps. Est-ce qu'on prend le temps d'éduquer ? C'est une très bonne question. C'est ça le truc. Moi, en tant qu'enseignant, pendant 10 ans, j'ai enseigné en lycée avant de passer dans le supérieur. Je me suis dit... Non, je disais qu'enseignement supérieur, c'est absurde parce que je dis passer dans l'enseignement supérieur alors qu'il n'y a pas plus supérieur que l'école maternelle ou etc. Mais enfin, c'est les mots qui sont consacrés. J'ai eu un sentiment d'échec. C'est-à-dire que je me suis dit à quel moment je prends le temps de parler à mes élèves. À quel moment je prends le temps ? J'ai eu le sentiment d'avoir un programme considérable à transmettre en seconde, en première, terminale, programme, et qu'il fallait carburer. Et là, ce que je disais tout à l'heure, là, je me mets en concurrence un peu, les enseignants, on les met en concurrence un peu avec la machine, avec ce que peut distribuer, des tutos, des machins, etc. Quand on leur dit, il va falloir tout faire rentrer dans la tête de l'élève. Alors que, est-ce que c'est ça dont on a besoin ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre un petit peu de recul et leur dire, je prends un exemple, j'ai une bagarre entre mes élèves. Je prends le temps, mais là, quand je prends le temps, j'ai l'impression que c'est en annexe de mon enseignement, que c'est par réfraction. Alors que la question, c'est pour ça que c'est révolutionnaire de penser bonheur et école, c'est de se dire, est-ce que c'est pas l'essentiel ? C'est-à-dire que, est-ce que, moi par exemple, prof d'histoire, j'ai le choix là entre, je me dis, mince, si je passe 20 minutes à apprendre à gérer un conflit de manière pacifique, est-ce que c'est moins important que la dynastie des rois byzantins ? On peut se poser la question. Ou est-ce qu'on va plus utiliser « j'ai appris à gérer mes émotions » ou le théorème de Pythagore ? Donc c'est vraiment des questions fondamentales. Il faut trouver un équilibre, sauf que oui, mais là, si on dit on va trouver un équilibre, on va se dire, les enseignants, ils vont se dire, attention, mais qu'est-ce que vous nous racontez quoi là ? C'est-à-dire que vous voulez qu'on rajoute
la matière bienveillance, gentillesse, donc 8h à 9h, cours de maths, 9h à 10h, cours de gentillesse, 10h à 11h. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire que les enseignants, ils vont dire, mais c'est encore pire, vous voulez nous bourrer le crâne, etc. Là, ce qu'on propose un peu, c'est de se dire, il faut une révolution de l'éducation. Il faut une révolution de l'éducation et il ne faut pas enseigner de la même manière. Et alors, comme on n'est pas que dans le diagnostic, mais dans la proposition, il y a une proposition qu'on formule, à part prendre le temps, c'est le projet. C'est qu'on on apprend, parce que je dis théorème de Pythagore, mais théorème de Pythagore, quand tu apprends ça en classe, sauf si vraiment tu as un goût pour les maths, tu ne vas pas l'apprendre. Parce que tu vas te dire, mais c'est la question du sens en éducation, c'est pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Moi, souvent, j'allais dans les classes, je demandais, quand j'étais plutôt formateur avec les profs des écoles, je dis, tu viens de faire un cours sur Jeanne d'Arc, à quoi ça sert ? Non, mais ça sert à plein de choses, mais en fait, le problème, c'est que parfois, j'avais des collègues qui ne savaient pas trop, qui disaient, c'est le programme. Je dis, mais on n'est pas des exécutants, donc c'est le programme, d'accord, mais quel est le sens derrière ça ? Or, pour rétablir du sens, pédagogie de projet, c'est-à-dire que quand on a une intention de faire quelque chose, on apprend mieux. Je donne un exemple très concret avec mes étudiants. J'ai constaté que pour faire leur mémoire de recherche, ils ont besoin d'un logiciel qui s'appelle Sphinx. Dans la formation, on avait conçu qu'ils apprenaient Sphinx au premier semestre du Master 1. Mais ils l'utilisent qu'au 4e semestre, quand ils font leurs données. Donc, au premier semestre, ils s'en fichent, ils écoutent ça, ils disent, bon, c'est gentil, mais ils n'arrivent pas, ça les intéresse, ils n'arrivent pas, même s'ils sont sympas comme tous, ils sont pas, mais ils ne peuvent pas retenir. Ils vont retenir que quand, comme tu dis, il y a une logique que quand ils vont se poser la question. Donc, on apprend entre eux, tu veux faire de la guitare, Julien ? Ok, je te fais faire du solfège. Ou alors, je te propose une bande de potes et tu vas être dans un orchestre, tu vas apprendre la guitare plus facilement en faisant tes cours de solfège, en te disant l'année prochaine, je te mets à la guitare, ou en étant avec ta bande de potes et tu apprends la guitare, certes avec du solfège, mais parce que tu sais que donc ça veut dire que ce qui est central dans l'éducation, c'est l'intention et le projet que tu as à faire. Moi, je suis nul pour monter un meuble, mais si vraiment j'ai la nécessité de monter un meuble chez moi pour mettre là dans ma déco, je vais me débrouiller, je vais prendre etc. et je vais avoir envie de monter le meuble, donc je vais monter le meuble. Donc c'est vraiment la notion de projet. Et la solution qu'on a essayé de trouver, c'est de se dire que si on met le projet au cœur de toute la pédagogie dans tous nos établissements, on va toutes les disciplines, les maths, l'histoire, toutes les disciplines vont se mettre au service de ce projet, et donc on va apprendre mieux toutes les disciplines, sans saucissonner le cerveau, en se disant que de 8h à 9h on a ça, que de 9h... Parce que si on fait ça, comme on essaie de le faire en ce moment, on arrive à une situation ubuesque où moi je me souviens de mes élèves à qui je donnais le texte de Montaigne qui s'appelait L'homme mêlé, et à la fin du cours, j'ai un élève qui me dit mais attendez monsieur, j'ai l'impression qu'on a fait ça ce matin avec le prof de français. Un seul élève au bout de mon heure a pu faire le lien entre Montaigne du prof d'histoire et Montaigne du prof de français. Et en plus, c'était le même texte, L'homme mêlé. C'est dingue. Ça veut dire qu'en fait, on saucissonne le cerveau. Alors qu'aujourd'hui, pour apprendre à apprendre, il faudrait justement faire des connexions et apprendre à faire des liens. Puisque eux, ils ont dans leurs mains leur smartphone. Et eux, ce qu'ils vont devoir faire pour tout au long de leur vie, c'est avoir une quantité d'informations dans lesquelles ils vont devoir surfer, distinguer le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment j'évolue dans tout ce bazar. Ça, c'est une chose fondamentale. Et ensuite, il y a aussi une chose fondamentale dans la notion de projet, c'est que et c'est pour ça qu'en fait, par exemple, tous mes étudiants fonctionnaires stagiaires, donc en formation CPE, ils ont tous un projet à mettre en place. Et l'idée, c'est que chaque élève ait aussi un projet. Si chaque élève a un projet, par exemple, de transformation, d'amélioration de son quartier,
eh bien, là, ça va révolutionner complètement le rapport entre éducation, bonheur et entre la vie, ce que tu appelles l'école et la vie. Tu crées un lien. Oui, exactement. Et l'école va pas être protégée de la vie. On appelle souvent l'école sanctuaire, où on doit se protéger un petit peu de la société. Mais ça a des limites, parce que à la fin des fins, tu peux pas être heureux à l'école si tu n'es pas heureux dans la vie. Forcément. Tu peux être un tout petit peu protégé pendant la période de l'école, mais si tes parents, ça va pas du tout dans la famille, si, comme tu disais tout à l'heure, l'école, elle peut pas agir sur le revenu des parents, elles peuvent pas agir sur la situation familiale. Donc, à un moment donné, ça présente des limites. C'est pour ça qu'il faut peut-être inverser la chose en disant l'école, elle doit être une force. Et c'est peut-être, moi je pense, l'utopie vraiment du 21e siècle, c'est une utopie éducative. C'est-à-dire que l'école, imaginons chaque élève ayant un projet de transformation de son quartier. En France, ça serait 1 million de profs avec leurs 17 millions d'élèves qui transformeraient l'ensemble des quartiers français. Dans le monde, c'est des millions de profs et plus d'1 milliard d'élèves sur la planète qui auraient tous un projet de transformation de leur quartier. Comme je fais un peu de théorie, là, tout de suite, je reviens sur le terrain. Je pense à une école avec qui on travaille, qui est une école à Thiaroye, dans le sud Dakar, au Sénégal. Et cette école-là, les élèves, ils ont un projet c'est un projet en acte, hein. Ils récupèrent et ils reconditionnent les déchets. Okay. Et ils ont entraîné tout Thiaroye, tout le village de Thiaroye derrière eux. Excellent. C'est excellent parce que nous, on fait un petit peu parfois l'inverse. On dit les élèves sont les citoyens de demain. Mais ce n'est pas les citoyens de demain, c'est les citoyens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, premièrement, on dit on prépare les élèves à un jour être citoyens. OK. 2, la citoyenneté qu'on leur propose, c'est de voter. Hein. Bon, c'est minimal. Alors que là, ce qui est pas non plus l'alpha et l'oméga, et on voit bien les contestations qu'il y a de la démocratie aujourd'hui. Donc là, ce qu'on dirait, c'est que les enfants sont déjà des citoyens. Et sur la question, par exemple, je citais l'écologie, ils sont très très mobilisés. Ils sauvent la planète dès maintenant, dès aujourd'hui. C'est pas la génération d'après qui va sauver la planète, c'est la génération d'aujourd'hui. Moi, je suis pour le droit de vote à 10 ans, hein. Et je pense que c'est pas que le droit de vote. Les enfants ont leur projet, et surtout, c'est un projet qui permet d'éduquer, parce que ça apprend la coopération. La coopération qu'on distingue un peu de la collaboration, c'est-à-dire que c'est pas la mise en lien des talents et des dons des enfants qui compte, c'est que chacun va essayer de hausser ses compétences pour se mettre au service de l'équipe et se mettre au service du projet. Ce qu'on ne fait pas actuellement dans nos écoles, on est plutôt dans un système qui met en compétition. Pour l'instant, c'est trop effectivement un système compétitif. Alors que la coopération, elle devrait vraiment être au cœur de notre. Alors évidemment, hein, il y a plein de collègues qui le font, hein, mais l'idée, c'est un petit peu que la marge devienne le centre. Et qu'on encourage, au contraire, la liberté, le temps pris à éduquer. Alors parfois il y a un événement, maintenant ça devient fou, il y a un événement d'actualité, on connaît, hein, cette année il y a eu des drames, une tragédie avec notre collègue Paty, et on dit aux enseignants, bon allez, il faut faire un truc, valeur de la République à la rentrée. Et on méprise un peu les enseignants, puisque 2 jours avant ou 3 jours avant, on annule même tout le travail fait pendant les vacances par les enseignants. On dit non, finalement, ça ne va pas être possible pour des raisons X ou Y, etc. Ça ne sera pas possible. Donc, alors que l'école devrait être le moment où on prend le temps d'éduquer. Prendre le temps d'éduquer, donner du sens à l'école. Et que faire à l'école ? Que faire ? C'est évidemment cette dimension de projet qui est pour moi centrale. Ouais, vivre des expériences. Est-ce que tu es en contact avec le ministère ou je pense notamment avec l'UNESCO. L'UNESCO s'est reproché de nous, c'était il y a 5 mois, pour les futurs de l'éducation. Je ne sais pas si on t'a entendu parler de ce qu'ils mènent.
Donc, on a participé, on trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu es proche de ces institutions ? Oui, on est bien sûr. Alors, ministère d'un côté, UNESCO de l'autre, bon, évidemment, c'est pas tout à fait le même rapport, puisque l'UNESCO, c'est une institution internationale et j'allais dire que les enseignants, il y a plus de facilité de travailler avec l'UNESCO parce qu'on se dit, l'UNESCO, c'est pas notre ministère de tutelle, hein, donc c'est pas eux qui nous donnent ou non les moyens, etc. L'éducation nationale, c'est important de travailler avec évidemment le ministère de tutelle parce que notre système fait qu'il y a impossible, évidemment, on a un système très centralisé. Et la première chose qu'on demande quand on est dans un établissement, qu'on va dans un établissement, la première chose que va faire le proviseur qui va dire ouais c'est génial, c'est quand même d'appeler le recteur pour dire on est couvert, on peut faire ça, il travaille avec vous, etc. Donc c'est très important. Mais en même temps, ce que je disais, on est un laboratoire de recherche, donc on a quand même cette proximité, mais aussi suffisamment de distance pour pas qu'on soit considéré comme arrivant pour l'institution ministère de l'Éducation nationale. Et là, nous, on le dit clairement, parce qu'on n'est pas, c'est pas le ministère. C'est-à-dire que souvent, on se dit, oui, d'accord, mais comment vous voulez qu'on apporte du bien-être s'il n'y a pas les moyens derrière ? Donc, c'est aussi très important, effectivement, de mettre cette question, de passer simplement des mots priorité à l'éducation par ce qu'on est en train de dire là, ça va bien au-delà de simplement on va mettre la priorité à l'éducation. C'est de considérer, comme disait Mandela, que c'est l'école qui est peut-être notre seule raison d'espérer dans ce monde. C'est notre seule raison d'être optimiste, l'école. Parce que l'homme a cela de particulier que on est des animaux qui prenons le temps de devenir des humains. Et d'éduquer nos petits humains. C'est peut-être notre spécificité. Ce que disait Descartes, je pense donc je suis, la particularité, c'est qu'on est doué de langage, etc. Mais notre particularité, c'est qu'on est des animaux éduqués et qui s'éduquons les uns les autres. C'est ça la spécificité de l'humanité. Et donc c'est aussi l'optimisme de l'humanité. C'est de se dire qu'en éduquant mieux, notre société peut devenir meilleure. Et là, le projet, c'est de se dire qu'en ayant tous... en plus, les enfants, il y a quelque chose de binaire chez les enfants et quelque chose de... La vérité sort de la bouche des enfants. Le bien, le mal, ça c'est bien. Quelqu'un qui est pauvre, etc. Pourquoi cet enfant, il n'y a pas alors que moi, j'ai ? C'est des questions que pose. Pourquoi on se moque de cet enfant alors que ceci, cela ? Alors évidemment, la psychologie de l'enfant, il ne faut pas... L'enfant, mais c'est important de se dire... l'enfant doit avoir plus de pouvoir dans notre société. Je pense que tout le monde, évidemment, a l'idée de cette jeune fille, là, comment s'appelle-t-elle Greta Thunberg. Ouais, Greta. Mais enfin, moi, j'imagine une armée de Greta. Pas uniquement Greta, parce que là, elle fait le tour du monde et c'est formidable, mais c'est un peu, tout le monde la regarde en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cet enfant qui... Alors, il y en a beaucoup. Qui bolbère. Mais il y en a beaucoup. Et de mettre l'accent sur la collectivité de ces enfants qui sont en train de se mobiliser, qui sont en train de se dire on crée des associations, et il faut voir du côté du verre à moitié plein. On laisse la possibilité, et c'est très très bien dans la loi maintenant, les associations, on peut être de plus en plus jeune, créer des associations. Et je pense que dans l'évolution de l'humanité, on va vers plus de pouvoir aux enfants et plus de et peut-être que c'est ça qui va nous sauver de plein de choses. Je pense aussi, d'ailleurs, je trouve que c'est un point intéressant. Ce que tu soulignes, c'est que j'ai vraiment le sentiment que quasiment personne n'est au courant justement de tous ces jeunes. Et parfois, ils sont très jeunes, ils ont 10-12 ans. Et ils ont créé des méthodologies, des outils qui peuvent révolutionner notre planète ou nous aider, nous, juste dans notre humanité. Et je trouve que c'est pas assez médiatisé. Moi, je suis tombé sur un livre il y a pas longtemps qui a été fait par Ignatius Bertrand, qui pointe juste 45 jeunes qui changent le monde. Et 45, à mon sens, c'est peut-être même pas 1%. De jeunes qui se mobilisent à travers le monde. Et ça serait important de les valoriser, de les mettre en avant, et peut-être que ça pourrait inspirer d'autres jeunes justement, tu vois, à créer des choses, parce que on a un pouvoir créatif qui est tellement important et qui est pas assez mis en avant et développé, que ça serait vraiment pertinent de le valoriser, quoi. Oui, et là pour le coup sans attendre. C'est que là
de dire demain tu auras plus de pouvoir, tu pourras, quand tu seras adulte, tu comprendras, etc. Là, il y a une sorte d'urgence chez les enfants de dire là, c'est maintenant qu'on change le monde, c'est aujourd'hui. Et cette urgence-là, précisément, elle ferait énormément de bien à la société. Ouais, c'est clair. Hein. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une initiative citoyenne, ce que tu mènes ? Oui, oui, bien sûr. Okay. Bien sûr, c'est privé. Bien sûr, c'est de se dire aussi, on a en France des instances. C'est-à-dire que dans les collèges, il y a des conseils de la vie collégienne, les lycées, conseils de la vie lycéenne, mais on a peut-être un peu de mal à faire, et encore une fois, je vois tous les jours des choses formidables dans les établissements, hein, donc, mais on a parfois du mal à faire vivre ces instances. C'est-à-dire que on a les structures, c'est pour ça que moi, je ne suis pas ministre du tout, mais je dirais il faut toucher à rien. C'est-à-dire qu'il faut pas une réforme de plus. Là, on a développé des idées, etc. Mais il ne faut pas l'écrire sur un papier et sortant du ministère de je ne sais quoi et de dire à tous les profs, maintenant, ça y est, c'est ceci. Vous avez le devoir de, je ne sais pas, prendre le temps, faire du... Parce que, en fait, non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est peut-être par la formation de transmettre de se dire, voilà, qui vous allez être comme enseignant. C'est ça le plus important. Et là, moi, je disais tout à l'heure, l'exemple, c'est quand, pour l'orientation, vous n'allez pas devant les élèves pour les informer de quelque chose. Les informer, maintenant, ils sont dans un monde où ils ont plein d'informations. À la limite, vous êtes devant les élèves pour leur apprendre que cette information est peut-être juste, que cette information est peut-être fausse, etc. Mais vous êtes devant les élèves pour les inspirer, pour leur montrer qu'eux, ils peuvent aspirer à quelque chose. Donc c'est ça, tu vois, je prends des petites notes parce que je me suis dit, je voulais faire cette citation. C'est la citation qui, je crois que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que Einstein. J'ai parlé d'Einstein, mais il y en a une autre que je vais absolument dire sans trahir en fait la. Bon, toutes les feuilles sont tombées. C'était de se dire, enseigner, c'est créer une relation d'une personne à une autre, d'une personne à une autre. Si en fait, quand on forme les enseignants, si on arrive en fait à transmettre ça, c'est ça qui est le plus fondamental. Et c'est pour ça qu'on utilise le mot bonheur et pas seulement le mot bien-être. C'est-à-dire que y a un article qui s'appelle Happiness is not well-being. C'est-à-dire que le well-being, c'est très bien, c'est une vie agréable. Mais il ne faut pas seulement avoir une vie agréable, il faut avoir une vie intéressante, épanouissante, le besoin de se réaliser. Et si on met que l'accent sur le well-being au sens américain du terme, le well-being, ça va être, bon, ok, il faut que, d'accord, est-ce que nos toilettes sont propres et accessibles ? Est-ce que la salle des profs est ceci ? Est-ce que c'est formidable, c'est important. J'allais dire, c'est les conditions hédoniques, c'est la recherche du bien-être, on est du côté des conditions qui permettent de... Mais il faut aller au-delà. C'est pour ça que le mot bonheur, il va quand même, je trouve qu'il y a quand même une dimension encore un peu plus forte que le mot simplement well-being. Et j'ai encore oublié le nom de celui qui a écrit Happiness is not well-being. C'est la recherche du sens. Et comme je dis, pas une vie seulement agréable, mais une vie intéressante. Est-ce que tu es en contact avec le réseau Canopé, parce que c'est le réseau Oui, bien sûr. Oui, dans notre labo de recherche, d'ailleurs, on a Laurent Janin qui travaille beaucoup avec Canopé, que je salue, parce que j'imagine que parmi tous ceux qui nous écoutent, comme on les voit pas, etc., il doit y avoir tous les collègues. Et bien sûr, oui. Et donc du coup, ça sent bon pour le futur au niveau des formations ? Oui, bien sûr. En fait, on a des formations qui essayent de se tourner vraiment sur la dimension de compétences sociales, de compétences relationnelles. Moi, je dirais que sur les conseillers principaux d'éducation, je trouve qu'on fait beaucoup de choses. Après, sur les enseignants, la formation des enseignants, je pense que ça serait compliqué, en fait, de se dire...
jusqu'à quand on va rester uniquement dans les disciplines et la transmission de disciplines. Je pense que encore une fois, il ne s'agit pas de mettre à la poubelle le théorème de Thalès ou Jeanne d'Arc. Moi, je vais pas, mais de se dire comment tout ça arrive au service de la compréhension générale du monde, de la formation des citoyens. C'est pas vrai, ça a l'air d'être de mots et de l'abstraction, mais en fait c'est très concret. C'est qu'à un moment donné, il faudra peut-être que l'école ne ressemble pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Là, il y a aussi un faux débat le faux débat, c'est oh là là, on a tout changé dans l'école, et donc du coup, ça va plus, il y a plus d'autorité, tout part à volo. Donc le programme, là, la télé-réalité de d'M6, là, qui disait il faut revenir un petit peu à avant avec je sais plus le nom de cette émission et tout. On les met tous en blouse grise, etc. Machin. Mais en fait, c'est pas ça le truc, parce que le problème aujourd'hui, il n'est pas qu'il y a de l'innovation partout. Le problème, c'est que précisément, là où ça va pas trop, c'est quand c'est resté très figé. C'est ça. Alors que tout bouge très vite autour de nous. Alors que tout bouge autour. Ne serait-ce que... moi, je vais te dire un truc tout net, et je ne sais pas s'il faudra laisser ça, parce que je pense que les gens pourront voir. C'est peut-être trop tabou de dire ça, mais quand je fais une visite d'un collègue enseignant, etc., et je me mets dans le lot, parce que j'imagine... C'est pas la faute de l'enseignant, mais c'est très rare, très compliqué, où quand je m'ennuie pas. Au bout de 5-10 minutes. Okay. Donc on dit les élèves, etc. Mais moi je trouve que la majorité des élèves sont super gentils. Parce que, et encore une fois, je ne critique pas du tout les collègues. Parce que, la plupart se rendent compte que ce qu'on leur demande, avec la quantité de programmes qu'on leur demande, et c'est eux qui sont les premières victimes de se dire de 8h à 9h, tu fais ça, et tu dois ingurgiter ça de cette manière-là. Alors là, voilà, c'est tout le système. Donc là, c'est déjà de leur dire, on peut vous accompagner, il y a des solutions, ne serait-ce qu'effectivement... prendre le temps dans un cours de commencer par, et il y en a beaucoup d'enseignants qui font ça, de commencer par aller susciter l'attention des élèves. Comment on suscite l'attention ? À un moment, 1 heure, c'est trop long. Donc, comment, par exemple, on peut avoir des techniques, je pense peut-être travailler aussi sur la question de la cohérence cardiaque, la méditation, etc. Comment à 16h30, on s'arrête et on fait redescendre. Et tout ça, on se reconcentre. Et tout ça, ça s'apprend dans la formation des enseignants. Et c'est pour ça que là, nous, on essaie de mettre maintenant aussi, moi je dis, c'est un peu du yoga à tous les étages en formation, parce que c'est essentiel à... C'est pas, j'allais dire le mot outil me vient, mais c'est pas le mot outil qu'il faudrait. C'est vraiment voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Comment on a une pédagogie du bien-être, de la bienveillance. C'est de la connaissance de soi. Ouais, connaissance de soi. Nous, par exemple, l'écrit qu'on demande aux profs en formation, c'est un écrit qui est très axé sur son propre parcours. Pourquoi je veux devenir enseignant, pourquoi je veux devenir CPE, comment ça résonne, etc. Mais c'est tellement pas dans les habitudes que moi, j'ai une étudiante, professeur stagiaire, qui me dit je fais un projet d'éco-citoyen avec les élèves. Est-ce que je peux dire que moi, j'ai toujours eu envie d'être jardinier, j'ai toujours envie... Je dis, mais évidemment, vous avez le droit de le dire. On a tellement honte de soi-même, en fait, on n'a tellement pas l'habitude de parler de soi, d'avoir... Donc c'est pour ça que la relation à soi, la relation à l'autre, mettre la relation vraiment au cœur de la question de l'éducation. Merci beaucoup François, je vois que ça file. Merci Julien. Une petite heure qu'on discute. Comment on fait pour te joindre, pour les gens qui aimeraient te contacter? Tout simplement, alors je vais choisir parmi les réseaux sociaux, et j'ai pas d'action, mais je vais choisir Instagram par exemple. Okay. Donc sur mon Insta, comme ça je saurai que ça vient directement de la conférence là de ce soir. Vous pouvez m'envoyer un message privé en Insta, et puis évidemment le site internet qui va arriver, qui est en train d'être refondu. Pour ça que je parle de mon réseau social perso là, parce que le site internet pour l'instant du Laboratoire Bonheur,
il est, allez, on va dire que dans un gros mois, il sera complètement prêt. Donc, si vous voyez la conférence dans un mois, le site internet, il sera tout à fait prêt du laboratoire Bonheur. Il y en a un site internet, mais il est un peu institutionnel, un petit peu pas forcément adapté à vos smartphones, etc. Dans un mois, ça sera. Et en attendant, donc mon adresse Instagram, c'est Durper, DUR. P-A-I-R-E. Est-ce que, Julien, je peux montrer un bouquin que vient d'écrire mon père, qui est membre du labo d'ailleurs, j'ai préfacé. Ça s'appelle Le Bonheur, une révolution pour l'école. Donc de Jean-Louis Durper et Jean-Pierre Véran. Et donc, voilà, qui fait un peu le point du rapport entre le bonheur et l'éducation. Jean-Louis Durper, donc oui, il a le même nom que moi parce que c'est mon papa. Ah, c'est ton papa. Okay. Et c'est une affaire de famille, l'éducation dans la famille. Et Jean-Pierre Véran, son collègue. Et donc oui, mon papa était un inspecteur général de l'éducation nationale. D'accord. Et il a retraite, il ne sait pas ce que c'est, donc il continue à travailler, à écrire et à se passionner pour les questions d'éducation et de bien-être. Génial. Tu as un autre livre peut-être à recommander ? Moi, il y a une boîte à outils que j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup, je recommande, et je l'ai dit tout à l'heure, ton jeu de cartes que je trouve hyper bien fait. Il y a une boîte aussi à outils. Alors, j'ai aucune action ni dans les uns ni dans les autres, mais cette boîte à outils, elle est vachement bien faite. Tu la connais, c'est de Scolavi. Je trouve qu'elle est bien faite. Scolavi, tu les connais aussi. Je trouve que c'est vachement bien fait. Par exemple, comment on apprend à nos élèves à écouter et à s'écouter. C'est vrai que ça propose des jeux de rôle, ne serait-ce que par exemple alors plutôt que de dire chute, moi j'ai même vu parfois on dit chute en deuxième section de maternelle, donc c'est pas ça qui fonctionne. Mais alors on peut faire pour les plus grands des interviews, ils apprennent à s'interviewer, donc forcément à s'écouter, à se donner du temps de parole. On peut faire, c'est vraiment c'est conçu comme ça avec plein de petites fiches. Scolavi, Scolavi, c'est vachement bien fait. Après les bouquins, ils servent à tenir le smartphone. Donc tous les bouquins, j'en ai plein à conseiller là qui sont là, mais je pourrais faire une petite biblio si vous voulez. Là, je serai vigilant sur mon réseau social. Je ferai. Voilà. Top. Merci beaucoup François pour cet échange. Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup pour ton accueil. Vraiment merci à tous et félicitations pour toutes tes initiatives. Néo Bien-être et la revue qu'on va suivre attentivement. Vraiment formidable. Merci. Je vais t'envoyer un exemplaire. Je vais te demander ton adresse postale après. Ouais, ok. À très bientôt. Passez une belle soirée. Au revoir à tous. Ciao. Merci Julien. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.